des questions du genre vous avez une vidéo et vous voulez détecter les objets en mouvement, par exemple, quelle technique vous allez utiliser? Expliquez pourquoi, expliquez la technique, par exemple. Ou bien vous avez une image et vous avez un bruit de type poivre et sel. Vous avez donc il y a eu le mouvement de la caméra qui a causé du bruit dans l'image. Donc quel filtre serait le meilleur pour répondre à ce problème? Peut-être un problème de classification. Donc, vous voulez classifier des objets au mouvement. Quelles sont les étapes à faire pour arriver à ce résultat? Donc, ce genre de questions, c'est ce qu'on a eu jusqu'à cette année, jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de spécialité, le début du module. Donc, c'est surtout des questions de mise en terrain et de votre réflexion par rapport aux connaissances que vous avez acquis et comment vous allez résoudre un certain problème de vision par ordinateur. Voilà, donc je voulais juste préciser ça par rapport à ce que vous aurez dans l'examen. Maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici? Donc, le TD, le TP, avez-vous des questions, s'il vous plaît? Malheureusement, je n'arrive pas à me connecter sur ma machine pour partager mon écran. Madame, donc il n'y aura pas un exercice qui m'a aidé en TD. Ça, je ne peux pas vous dire. Ça, je ne peux pas vous dire. Peut-être. C'est vraiment Madame Baha qui fait le sujet, c'est elle qui décide. Et donc, je ne peux pas vous confirmer qu'il n'y aura pas un exercice tel que le TD ou autre chose. Et est-ce qu'on aura des questions de TP? Normalement, non. Normalement, question TP, non. Normalement, non. Vous aurez plus des questions un peu théoriques et un peu, donc je vous ai dit mise sur terrain et peut-être aussi un exercice, quelques calculs peut-être. Ça, je peux pas vous dire. Donc, juste pour vous préciser que les exercices et les TD, le contenu du TD, je l'ai beaucoup changé par rapport aux années passées. Donc, chaque année, je change un petit peu le contenu. Pour cette année, les TD ont aussi changé. Donc, est-ce que ça va influencer le sujet? Je ne peux pas vous dire. Alors, j'avais une question. Comment peut-on reconnaître le type de bruit? Donc, pour le type de bruit, le bruit le plus connu, c'est le bruit poivre et sel. Et le bruit poivre et sel, excusez-moi une seconde, je pense que mon PC se connecte. Donc, comment on reconnaît un bruit poivre et sel? On le reconnaît par rapport à des points blancs et des points noirs. Un bruit gaussien, ça va être plus flou que poivre et sel. Donc, vous aurez une image qui est floue. Quel autre type de bruit? On peut pas forcément reconnaître rien qu'au visuel. Celui qu'on reconnaît le plus, c'est le bruit poivre et sel. Bruit poivre et sel et bruit gaussien. Un bruit additif. Alors, un bruit additif, ça, je dois vérifier avant de vous répondre. Normalement, le bruit additif, c'est un bruit gaussien. Donc, a priori, bruit additif est aussi un bruit gaussien. Et le bruit gaussien, c'est généralement du flou dans l'image. Donc, on n'a pas forcément des différences de niveau de grille dans l'image. C'est juste que l'image est floutée. Et donc, en réponse au bruit additif, normalement, ce qui pourrait répondre à ce type de bruit, c'est le rehaussement de contraste. Par contre, pour le bruit poivre et sel, on peut le résoudre par médiane
on peut le résoudre par un filtre médian ou un filtre moyen. Donc, généralement, filtre médian, pardon, et filtre moyen pour le bruit, le bruit poivre et sel. Comment on applique le kernel? Donc, le kernel, c'est la formule que vous avez vue en cours et qu'on a vue aussi en TD. Donc, c'est... alors, une petite seconde. Je vais voir... Non, j'ai toujours un problème avec la connexion. Donc, attendez une seconde. TAIV 2021, 2022. Est-ce qu'on peut avoir ça? Peut-être non, mais Raouf, je ne peux vraiment pas me prononcer par rapport à ça. C'est-à-dire que je n'ai pas vu le sujet, je ne peux pas vous dire. D'accord? C'est possible, peut-être, je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous aurez donc révisé quand même? En tout cas, les valeurs et les vecteurs propres, c'est très simple. C'est très, très, très simple. Donc, si vous avez ça, vous gagnez des points. Alors, je cherchais TD2, non, TD3. Non, TD2. Oh. Alors. Donc, donc, pour calculer le filtre gaussien, donc on applique la formule 1 sur 2 pi sigma au carré exponentielle moins i au carré plus j au carré sur sigma au carré, sachant que i et j, c'est les coordonnées de notre image. Donc, en fait, le flux gaussien, le seul paramètre qui affecte le flux gaussien, c'est notre sigma. Maintenant, si j'augmente le nombre de lignes et le nombre de colonnes de mon filtre, donc la taille de mon filtre, la valeur centrale sera la même. Les valeurs voisinantes seront les mêmes. On aura juste une augmentation dans les valeurs qui restent. Donc, si je prends le filtre 3 x 3, qui est un filtre gaussien, 3 x 3, donc le milieu, c'est 0, 0. Ensuite, i-1, i plus 1. Et j-1, j plus 1. Donc, le 3 x 3, c'est mon premier filtre gaussien lorsque la fenêtre est de 3 x 3. Si je prends une fenêtre de 5 x 5, le 3 x 3, c'est exactement la même chose. Et je rajoute des pixels. Donc, je rajoute des pixels dans la première ligne, première colonne, dernière ligne et dernière colonne. Et j'applique tout simplement la formule. Pour OpenCV, donc c'est légèrement différent. Par rapport au calcul, donc il y a une petite différence, mais la formule de base, c'est celle-là. Donc, c'est ce qu'on a vu en TD, c'est ce que vous avez vu aussi en cours. Donc, c'est 1 sur 2 pi sigma au carré exponentielle moins i au carré plus j au carré sur sigma au carré. Alors, je vais voir si je peux partager mon écran. Non, pas encore. Donc, c'est G de IJ, donc la gaussienne de IJ. I, c'est la ligne, J, c'est la colonne. C'est 1 sur 2 pi sigma au carré, exponentielle, moins I au carré plus J au carré sur sigma au carré. Oui, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Maintenant, le kernel, 5 fois 5, mais attention, c'est toujours le même pour le même sigma. Et sigma, on a vu que c'est nous qui définissons sigma, que ce soit pour notre implémentation ou pour l'implémentation d'OpenCV. Donc, on définit notre sigma pour créer le filtre gaussien. En fait, pour OpenCV, il y a une méthode de calcul de la loi gaussienne, donc du filtre gaussien, mais
mais il y a aussi donc blur, CV2 blur, donc directement l'application du filtre gaussien avec la fonction. Donc on n'a même pas besoin de définir le paramètre sigma. Comment on fait le choix de sigma? Sigma, donc comme tous les paramètres de vision par ordinateur, on peut le choisir empiriquement, mais aussi on peut le choisir comme étant sigma qui est le plus utilisé. Ça, on le fait aussi. Donc, par exemple, pour le SIFT qui utilise un filtre sigma, donc un filtre gaussien, qu'il applique plusieurs fois sur son image, on choisit le premier sigma comme étant la racine de 2. Et à chaque fois, donc racine de 2 multipliée par racine de 2 pour avoir un deuxième sigma, un troisième sigma et ainsi de suite. Donc, si on veut suivre ce qui a été fait pour le calcul de SIFT, j'utilise un sigma qui est égal à racine de 2. Si je veux utiliser un filtre gaussien pour un autre besoin, parce que si j'utilise filtre gaussien pour SIFT, ça sera pour détecter les points d'intérêt. Maintenant, si j'utilise un filtre gaussien seulement pour enlever le bruit de l'image, dans ce cas-là, donc il y aura un autre sigma que je vais utiliser, généralement 1.5, 2. Donc, généralement, c'est ce qu'on utilise. Mais après, ça reste aussi un paramètre, ça reste aussi empirique. Donc, est-ce que je peux participer à la réunion à partir de mon PC? C'est-à-dire l'ordre d'application des filtres. Donc, si j'applique filtre gaussien, ensuite filtre moyen, oui, il y a un effet. Ça, on n'aura pas le même résultat. Même mathématiquement, il n'y aura pas le même résultat. Alors, plus votre sigma est grand, plus le flou sera grand dans votre image. Plus votre sigma est petit, plus le flou sera petit. Et en fait, ce qu'on a fait dans SIFT, ce qu'a fait David Lowe dans SIFT, il a dit que le fait de flouter l'image avec un filtre gaussien, c'est équivalent à réduire la résolution de notre image. C'est comme si je suis en train de réduire la résolution de mon image. En fait, la résolution, mais on va dire la définition. Donc, le nombre de lignes et le nombre de colonnes, mais sans réduire effectivement le nombre de lignes et le nombre de colonnes. C'est-à-dire, si je prends mon image qui est de taille, on va dire 128 x 128, j'applique un filtre sigma, c'est comme si j'ai réduit mon image à 64 x 64. J'applique un filtre gaussien, pardon. J'applique un filtre gaussien sur mon image, c'est comme si j'avais réduit. Donc, dépendant justement de la valeur de sigma. Plus mon sigma est grand, plus la définition de mon image est en train de réduire, en fait, la résolution de mon image. Et plus mon sigma est grand, pareil, plus l'image est floutée. Filtre associatif. Ça, je dois revoir votre cours. Je ne sais pas, normalement, vous avez ça sur votre cours. Je ne sais pas ce qu'a mis Madame Baha par rapport au filtre associatif. Vous n'avez pas cette information dans votre cours, Yanis? Voilà, essayez de voir parce que sinon je peux vous dire des bêtises. Normalement, vous avez cette information sur vos slides. Sinon, envoyez-moi un email, je vais voir. Normalement, dans le contenu, j'avais vu la classe de filtre associatif. Alors, je vais juste mettre les questions de côté. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, je reprends la segmentation, pas de problème. Pas de problème. Très bien. Donc, je reprends la segmentation, mais juste avant ça, donc voici la formule pour le flux gaussien, pour le filtre gaussien. Donc, pour mon filtre gaussien, je prends cette formule et alors, donc 1 sur 2 pi sigma au carré. Donc, voici mon filtre. Si mon filtre est de 3 fois 3, donc mes indices ici seront 0, 0. Et ici, j'aurai donc moins 1, 1, 1. Et ici, donc j'aurai 1, moins 1. Alors, moins 1, 0, moins 1, 1. Pareil, donc 1, 1. Non, non, ça c'est 0. Donc 0, 0. Ici, j'ai 1, moins 1, 1, 0 et 1, 1. Bon, j'ai perdu la connexion sur ma machine. Ouf. Non, j'ai plus de connexion sur ma machine. Bon, c'est pas grave. Donc, est-ce que vous avez... je reviens sur moi, mais sur vos questions. On ne voit rien, oui. D'accord, est-ce que vous pouvez reprendre? Donc, je reprends brièvement la segmentation, puis je reprends l'explication de la pyramide dans SIFT. Pas de problème. Donc, pour la segmentation. Donc, la segmentation, elle sert à quoi? Segmenter une image, c'est créer des segments. Et chaque région de l'image aura son propre segment. Et généralement, la segmentation est basée sur le niveau de gris ou la couleur d'un pixel. Donc, ce qu'on avait fait dans le dernier TP et ce qu'on avait revu hier, c'était de prendre une image et de faire une segmentation par rapport à un seuil. Donc, si mon pixel est supérieur à un seuil, je lui donne une valeur. S'il est inférieur à un seuil, je lui donne une autre valeur. Oui, vous ne voyez rien parce que j'ai perdu la connexion encore une fois sur ma machine. Donc, bon. Mais bon, donc je suis en train de réexpliquer la segmentation. Donc, segmentation et seuillage. En fait, le seuillage, c'est juste, on va dire, un petit cas particulier de la segmentation. Le seuillage, c'est prendre une image et définir un seuil, soit définir empiriquement, soit définir un seuil, un niveau de gris, dire pixel supérieur à 127 auront la couleur blanche, pixels inférieurs à 127 auront la couleur noire. Donc ça, c'est un seuillage et c'est le cas le plus basique de la segmentation. Et si je fais ça, j'aurai des segments de blanc et des segments de noir. Un segment, c'est une région, c'est une composante connexe, c'est-à-dire que les pixels sont connectés entre eux avec un chemin, soit un chemin en diamant, soit un chemin avec un seul pixel, soit un chemin donc rectangulaire, pourvu qu'il y ait une connexion avec donc le pixel et son voisin. Pour avoir un segment et pour avoir une composante connexe. Maintenant, il y a plusieurs, mais énormément de techniques pour faire de la segmentation. On a dit que le seuillage, c'est le principe le plus simple de la segmentation. Mais il y a aussi donc, ce qu'on a vu dans le TP, TP3 normalement, TP4. Voilà, donc on a des méthodes basées sur les régions, des méthodes basées sur les contours et des méthodes basées sur les régions et les contours. Donc, pour les méthodes basées sur les régions, on a par exemple la méthode de seuillage à partir d'histogramme. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le seuillage à partir de l'histogramme? Je calcule l'histogramme de mon image, ensuite je définis un seuil qui va séparer l'histogramme. Par exemple, je vais chercher, donc si j'ai un histogramme avec une loi normale,
Donc, les pixels donc le nombre de pixels est petit, ensuite il est grand, ensuite il est petit. Je peux prendre la moyenne au milieu et dire, lorsque le pixel est supérieur à la moyenne, donc à la moyenne de la loi gaussienne, j'aurai la couleur blanche. S'il est inférieur, j'aurai la couleur noire. Donc, j'ai défini le seuil à partir de l'histogramme. Si j'ai une loi binomiale, c'est-à-dire que j'ai deux pics dans mon histogramme, dans ce cas-là, je peux prendre donc deux seuils, ou bien un seul seuil qui est la valeur minimale entre les deux pics de mon histogramme de couleur, d'histogramme de niveau de gris ou histogramme de couleur. J'ai une autre méthode de segmentation qui est la méthode de K moyenne. Donc, pour K moyenne, je prends mon image et je prends tous les pixels de mon image. Ensuite, je définis aléatoirement K centre. Et chaque centre, je vais dire que ça, c'est un segment. Ensuite, je calcule la distance entre chaque pixel et ce centre. J'ai pris des centres aléatoirement dans un premier temps. Donc, on va supposer que j'ai une image. Donc, les pixels sont entre 0 et 255. Je vais prendre la valeur 10, la valeur 100 et la valeur 200. Et j'ai pris 3 K. Donc, K moyenne, j'ai 3 moyennes. K est égal à 10, K est égal à 100 et K est égal à 200. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller calculer la différence entre tous les pixels de mon image avec ces trois seuils, avec ces trois centres. Et les pixels qui ont les plus voisins, je vais les affecter à ce premier centre. Premier centre, deuxième centre, troisième centre. Ensuite, ce que je vais faire, je vais recalculer la moyenne de chaque centre. J'ai trouvé les moyennes, je refais la même chose. Donc, je fais une autre itération et je calcule la distance entre chaque pixel avec ce nouveau centre, qui est la nouvelle moyenne. Et je répartis ma segmentation. Donc, je répartis comment les pixels vont être groupés. Et je refais ça plusieurs fois jusqu'à ce que soit j'atteins un nombre d'itérations maximum, soit le centre ne change pas. C'est-à-dire que la moyenne d'un certain cluster ne change pas. Et pour chaque cluster, c'est le segment de mon image. Donc ça, c'est une autre méthode de segmentation. Donc je segmente à partir du niveau de gris du pixel, mais pas seulement en définissant un seuil fixe, mais en définissant un seuil qui va changer à chaque fois, avec l'algorithme de K moyenne. La méthode de région par croissance la méthode de segmentation par croissance de région. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est un peu le principe des K moyennes, mais sauf que je choisis des pixels aléatoirement. Ensuite, j'essaie de regrouper les pixels qui se ressemblent et j'applique une méthode de croissance de région, c'est-à-dire au départ de mon algorithme, j'ai seulement 3 régions. Ensuite, donc 3 régions où chaque région comporte un seul pixel. Et ensuite, je commence à augmenter cette région de telle sorte à avoir des pixels qui se ressemblent. Donc, toujours, je reviens au seuil. Donc, est-ce que les pixels sont proches? Ils sont proches si leur différence est inférieure à un certain seuil. La méthode aussi de division par fusion, donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est juste les méthodes qu'on a dans le TD4. Hein. Donc, si vous avez le TD4, vous pouvez suivre. La méthode de division par division-fusion, donc ça ressemble un petit peu à la croissance de région, mais dans un sens inverse. C'est-à-dire que maintenant, je découpe et je regroupe. Dans la méthode de croissance de région, à chaque fois, je regroupe des pixels similaires. Dans la méthode de division et de fusion, division-fusion, donc je prends une région et soit je la découpe, soit je fais une fusion avec une autre région. Et au final, j'aurai des segments, des clusters ou des segments. Donc segmentation peut parfois aussi être appelée clustering. Mais segmentation, donc c'est un peu plus général que clustering. Donc j'applique une de ces méthodes et j'ai des segments. Et dans mon image, donc j'aurai premier segment, par exemple, je suis en train de faire une segmentation sur une personne. Premier segment, j'aurai le segment de la peau. Deuxième segment, j'aurai le segment du blanc de l'œil.
Troisième segment, j'aurai le segment du noir, de la partie noire. Quatrième segment, j'aurai le segment des cheveux, si tous les cheveux ont presque la même couleur, et ainsi de suite. Donc, c'est en gros le principe de la segmentation. Et pour la segmentation, donc sachez qu'il y a énormément d'algorithmes, vu que les experts en vision par ordinateur ou en traitement d'image ont passé beaucoup de temps, plusieurs années, à essayer de résoudre ce problème de segmentation. Aujourd'hui, peut-être que les choses sont plus faciles avec l'arrivée du deep learning, où on fait même de la segmentation sémantique. C'est-à-dire, avant deep learning, on faisait de la segmentation en se basant sur le niveau de gris de notre image. Généralement, les algorithmes que vous allez utiliser, même ceux qui sont implémentés en OpenCV ou en SkiImage, vont toujours utiliser les niveaux de gris et pas les couleurs, parce qu'on a vu que la couleur, ça n'apportait pas une grande information par rapport à l'image. Donc, on utilise le niveau de gris et on regroupe des régions par rapport au niveau de gris. Donc, si je fais la segmentation d'un visage, j'aurai la peau détachée des yeux. Avec l'arrivée du deep learning et des nouvelles techniques, on arrive à segmenter tout le visage en même temps. Et c'est ce qu'on appelle la segmentation sémantique. C'est-à-dire, je segmente la personne, je segmente son visage, je segmente la personne avec tout son corps, je segmente un chien. Donc, tout un segment qui, même si il y a une couleur, il y a une différence de couleur ou de niveau de gris à l'intérieur d'un chien, je peux quand même le segmenter et dire que tout ça, c'est le segment d'un chien grâce à un apprentissage et grâce à l'apprentissage automatique, notamment au deep learning. Pourquoi on utilise la segmentation? La segmentation, c'est utile, par exemple, dans l'imagerie médicale, par exemple, je fais de la segmentation de noyaux et à partir de cette segmentation, donc j'ai tous les segments qui représentent des noyaux et je peux calculer des paramètres par rapport à cette segmentation. Donc, est-ce que ce noyau a une bonne forme? Est-ce que c'est une cellule saine? Est-ce que c'est une cellule malade? Est-ce que c'est une cellule qui est beaucoup trop grande? Je peux même donc différencier les noyaux d'autres composantes dans mon image médicale. Je segmente des images satellitaires et je différencie l'eau des forêts. Je peux détecter des déforestations, par exemple. Le segment des forêts est très petit. Je peux savoir s'il y a un risque d'inondation, si je segmente tous les cours d'eau, etc. Donc, la segmentation est une notion qui a été pour plusieurs années très importante. Je pense que même aujourd'hui, on utilise toujours la segmentation. Par exemple, pour votre projet, et par exemple l'article que je vous ai donné, on est en train de segmenter le polype. Et ça, c'est une information extrêmement importante. Donc, je détecte le polype et je le segmente, donc j'ai exactement la bonne forme du polype. Quand est-ce qu'on a besoin de faire l'expansion de la dynamique? Très bien. Une seconde, je pense que je suis passée par une autre question tout à l'heure. Donc, le principe de SIFT et la pyramide. Donc, ça, je peux expliquer très rapidement. Donc, pour la pyramide, ce qu'on fait dans SIFT, je prends une image, je lui applique un filtre gaussien avec d'abord un premier sigma. Généralement, on applique racine de 2. C'est ce qui a été même dit dans l'article de David Lowe et ce qui a été implémenté par la suite. Donc, je prends sigma, j'applique un filtre gaussien. J'applique un autre filtre gaussien avec un autre sigma. Et je fais la soustraction de la première image avec premier sigma avec la deuxième image qui est le deuxième sigma. J'aurai une image résultante et cette image va contenir une grande réponse. On parle de réponse parce qu'on parle de traitement de signal. J'ai une grande réponse. Donc, dans mon image, j'ai des pixels qui tendent vers le blanc lorsque il y a des régions qui ont été détectées avec le premier sigma et avec le deuxième sigma. Donc, c'est des points d'intérêt potentiels. Donc, j'ai fait ça avec le premier et le deuxième. Et en fait,
ce que fait David Lowe, c'est l'approximation de la différence de gaussienne vers un laplacien du gaussien. Donc, il est en quelque sorte en train de calculer la deuxième dérivée de l'image, mais en utilisant seulement la première dérivée et une soustraction de la première dérivée avec la première dérivée, mais avec des paramètres différents. Donc, il fait ça plusieurs fois, donc de racine de 2 jusqu'à, je pense, jusqu'à 16. Donc, racine de 2, ensuite racine de 2 fois 2, ensuite racine de 2 fois 2 fois 2, ensuite racine de 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc., jusqu'à arriver à 16. Donc, jusqu'à présent, on a 16 images filtrées avec un filtre gaussien différent à chaque fois. Le sigma est différent à chaque fois. Je fais une soustraction entre chaque paire et j'aurai normalement, si j'ai, on va dire 8 images filtrées avec un filtre gaussien, donc j'aurai normalement 7 images de différence. Parce que chaque paire, je fais la différence. Donc j'ai 7 images. Très bien, j'ai 7 images, je les mets de côté. Ensuite, ce que je vais faire avec ces 7 images, je prends un pixel central et je vais le comparer avec ses 3 fois 3 voisins et je vais essayer de voir s'il est maximum. S'il est maximum, c'est un point d'intérêt potentiel. Donc, s'il est minimum, je le néglige et je passe à l'autre image. S'il est maximum maintenant, je vais le comparer avec son voisinage 3 fois 3, mais dans le sigma avant et le sigma après, c'est-à-dire l'image précédente et l'image suivante, l'image qui a été filtrée avec un sigma fois 2 fois 2 et l'image qui a été filtrée avec sigma. Si on considère que l'image centrale a été filtrée avec sigma fois 2, racine de 2, voilà, sigma fois 2, on va dire. Une fois que j'aurai fait ça, donc si le pixel est maximum entre ces deux images qui ont été filtrées avec sigma précédent et sigma suivant, là je vais dire que c'est un pixel pareil, potentiellement un point clé. Je garde ce pixel. Ensuite, je répète ça avec tous les pixels de l'image et tous les pixels de toutes les images. Donc, si j'ai 7 images qui ont été filtrées avec un filtre gaussien, j'ai fait la différence. Donc, je vais comparer, en fait, donc 7, je vais comparer seulement 5 images, vu que j'ai besoin d'une image avant et d'une image après. Donc, j'aurai 5 images qui vont contenir des points clés potentiels. J'ai terminé avec le premier octave. Maintenant, on passe à la pyramide. Donc, ça, j'ai appelé le premier octave. J'ai fait plusieurs filtrages avec filtre gaussien, avec plusieurs sigma. Je réduis la résolution ou la définition de mon image et je répète toutes ces étapes pour garder des points clés d'intérêt. Et je répète ça sur plusieurs octaves. J'appelle ça octave. Un octave, c'est ces images qui sont filtrées avec plusieurs filtres sigma, mais qui ont changé de résolution. Donc, je change la résolution, j'applique plusieurs filtres sigma, je fais la différence, je compare le pixel avec ses 3 fois 3 voisins dans la même image et je recompare ce pixel avec ses 3 fois 3 dans l'image précédente et l'image suivante. Je détecte des points d'intérêt et je répète ça dans un autre octave, jusqu'à arriver à la résolution minimale de notre image, résolution ou définition. Donc, jusqu'à arriver à l'image la plus petite. Donc, en fait, je prends l'image, j'applique plusieurs filtres sigma, je détecte des points d'intérêt. Je fais un resize de mon image, je réduis la résolution de mon image et j'applique plusieurs sigma sur cette image qui a été réduite, je détecte des points d'intérêt et je les garde de côté pour dire que c'est des points d'intérêt potentiels. Et je fais ça sur tous les octaves, je sors avec un certain nombre de points d'intérêt. Maintenant, ces points d'intérêt, je fais encore une élimination pour voir est-ce que dans tous les octaves, ce point d'intérêt est maximum. S'il est maximum dans tous les octaves, je garde sa résolution et je garde le sigma dans lequel il a été détecté pour trouver les cercles. Donc, si vous vous rappelez dans SIFT, j'ai un point d'intérêt et autour de ce point d'intérêt, j'ai un cercle. Et en fait, ce cercle, il définit le sigma dans lequel le point d'intérêt a été détecté. Plus le sigma est grand, plus le cercle est grand. Plus le sigma est petit, plus le cercle est petit. Donc, la pyramide, c'est quoi? C'est ce nombre d'octaves sur lequel je détecte les points d'intérêt. Est-ce que c'est clair, Yanis?
Très bien. Donc, quand est-ce qu'on a besoin de faire l'expansion de la dynamique? Donc, l'expansion de la dynamique, c'est pour rehausser le contraste. Et c'est ce qu'on avait fait en TP. Je rehausse le contraste en faisant l'expansion de la dynamique. Donc, c'est soit l'expansion de la dynamique, donc le pixel moins le minimum sur le max moins le min, soit je suis les étapes de l'égalisation à partir de l'égalisation d'histogramme, le rehaussement de contraste à partir de l'égalisation d'histogramme. Donc, l'expansion de la dynamique, ce n'est pas pour enlever le bruit, c'est pour rehausser le contraste. Et en rehaussant le contraste, je risque aussi de rajouter du bruit. Peut-être s'il y a un bruit à la base dans mon image, lorsque je rehausse le contraste, je suis en train de rendre les régions claires plus claires, les régions sombres plus sombres, et je suis en train d'écarter la différence entre les pixels. Ah, ça c'était l'objectif de votre TP. En général, l'égalisation d'histogramme donne de meilleurs résultats, en général. Mais il y a certains cas, justement dans le TP que vous avez fait, où seulement l'expansion de la dynamique était plus efficace. Donc, ça dépend de votre cas. En général, l'égalisation d'histogramme est meilleure, mais parfois, l'expansion de la dynamique peut donner de meilleurs résultats. Non, même le filtre peut être un pré-traitement. Vous faites un filtrage sur l'image pour enlever du bruit, vous êtes en train de faire un pré-traitement. Donc, on ne peut pas vraiment répondre à la question est-ce que c'est du pré-traitement ou du post-traitement, parce que ça dépend de votre cas. Si par exemple, vous voulez faire une segmentation, ça dépend de votre image. Si votre image contient beaucoup de bruit, vous allez d'abord faire un filtrage, ensuite vous allez faire votre segmentation. Maintenant, si au contraire, il y a beaucoup de flou dans votre image, vous devez faire un rehaussement de contraste pour faire votre segmentation. Donc, le pré-traitement et le post-traitement dépendent vraiment de votre tâche. Maintenant, peut-être que vous êtes en train de faire l'expansion, l'égalisation d'histogramme seulement pour rehausser le contraste de votre image. Et c'est une finalité en elle-même. Voilà, vous avez pris une photo avec vos amis le soir. Et l'éclairage n'était pas très bon. Donc, vous allez prendre votre image, vous allez utiliser une égalisation d'histogramme et vous allez rehausser le contraste. Et là, vous allez mieux voir les visages de vos amis, vos visages dans votre photo. Donc, ce n'est même pas un pré-traitement, c'est un traitement en lui-même dont j'ai besoin pour avoir un meilleur visuel de mon image. Maintenant, si j'ai un autre traitement, peut-être. Donc, par exemple, dans l'augmentation, l'augmentation de données qu'on utilise en deep learning, on peut justement appliquer des filtres pour augmenter la base de données. Donc, j'applique des filtres, je fais un resize, peut-être justement, il y a l'égalisation d'histogramme, il y a le rehaussement de contraste comme étant une technique d'augmentation de données qu'on utilise notamment en imagerie médicale. Donc, c'est un pré-traitement s'il y a un traitement après. C'est un traitement en lui-même si c'est la finalité. Est-ce que c'est clair, Sifdine? Très bien. Merci à vous. D'autres questions? Je sais qu'on a pris beaucoup de temps et je suis désolée de ce retard. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Maintenant, si vous avez d'autres questions et vous avez besoin d'une autre séance, donc vous me contactez. Je suis là aujourd'hui, donc l'après-midi je suis là. Demain je serai là, enfin même si c'est un jour férié, mais on peut faire donc une autre séance juste pour répondre aux questions. Sinon, vous pouvez envoyer un email, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a aussi? Normalement, c'est tout. Donc, voilà. Donc, vous avez mon email
Et donc, n'hésitez pas à poser quelconque question et je vous répondrai aussitôt que je pourrai. Voilà, je vous remercie.